Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours, du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Bien dans son job aujourd'hui, on parle de l'environnement, des questions climatiques avec ce désengagement salarial versus faiblesse des engagements des entreprises. On en parle avec Justin Longness, dirigeant et cofondateur d'Imagreen, à travers un sondage passionnant réalisé par Kantar. Le livre de Smart Job, vous avez envie de changer de vie, trouver le job de vos rêves, l'ikigai pour mieux se connaître et se réaliser professionnellement. Édition Erol, et on aura son auteur, Cécile Bannon, l'auteur de ce livre. Et puis le cercle RH, les experts, comme chaque vendredi, avec le vote de la réforme de l'assurance chômage. Que contient exactement ce texte? On parlera des seniors avec un index, l'index des seniors, c'est dans le texte. Ça passe mal côté MEDEF. Et puis on parlera, alors c'est un sujet plus léger évidemment, d'aller travailler avec son animal de compagnie, chien, chat et autres. Ça, c'est ce qu'a décidé en tout cas la ville de Paris, comme d'autres villes d'ailleurs. En France, ce sera les thèmes des experts de Smart Job. Et puis pour terminer, fenêtre sur l'emploi, la féminisation des métiers techniques de l'énergie. Oui, c'est un sujet essentiel. Philippe Maillard, directeur général du groupe APAV, sera notre invité. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job avec un focus sur la relation des salariés et des citoyens aux enjeux climatiques et puis la relation de ces salariés avec leur entreprise. C'est un sujet passionnant et on en parle avec Justin Longness. Bonjour Justin. Bonjour. Ravi de vous accueillir, dirigeant, cofondateur d'Imagreen. Oui. D'abord, avant de nous pencher sur cette étude Kantar qui est vraiment intéressante, qui montre quand même une déphase entre ce que fait l'entreprise et ce que désirent les salariés, quelques mots sur Imagreen. C'est quoi l'entreprise que vous avez cofondée? Alors on a cofondé Imagreen il y a 12 ans. Et Imagreen est aussi une société de conseil dédiée à la transition qu'on qualifie de 3 ordres chez nous, chez Imagreen. Par ordre hiérarchique d'importance, c'est une transition qui est d'abord sociale, les femmes et les hommes, on va en reparler. Elle est environnementale, avec le sous-jacent énergie dont on parle beaucoup. Et elle est enfin économique. Cette étude, vous l'avez portée, vous l'avez souhaitée, c'est Kantar qui l'a réalisée. Il sort quand même un élément, quand on la lit, qui est assez troublant, parce qu'on voit beaucoup d'entreprises qui nous disent sur les plateaux de télé, mais nous, on est totalement engagés, on est à 150%. Là, dans l'étude, on a quand même des salariés qui disent oui, pour moi, à 75% quand même de l'étude, c'est un facteur de désengagement du projet d'entreprise, c'est-à-dire qu'ils voient que l'entreprise ne va pas assez vite. Exactement. Cette étude et plutôt ces chiffres sont vraiment éloquents. Si j'en prends quelques-uns, on a 9 salariés sur 10 qui jugent la situation du pays d'un point de vue social et environnemental, qui jugent cette situation préoccupante, voire très préoccupante. Je rappelle que les collaborateurs sont avant tout des citoyens. Donc ça, c'est un point de départ important. Ensuite, ces citoyens qui prennent conscience de cette situation cherchent à aligner progressivement leur quotidien de citoyens, de consommateurs, par rapport à leurs convictions. Mais ce qu'ils font 7 ou 8 heures par jour va parfois à contre-courant de tout ça. Et donc, on a là cette dissonance cognitive qui pointe son nez. Mais c'est un sujet fondamental que vous soulevez. C'est-à-dire que vous dites, on est 8, 9 heures, 10 heures parfois au travail. On est le week-end totalement engagé, on fait gaffe, on achète un vélo électrique, on fait plein de choses avec les petits gestes qu'on va nous dire de faire très rapidement là, pour réduire notre consommation énergétique. Puis 10 heures dans l'entreprise, on s'aperçoit que l'entreprise ne fait pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Il y a du greenwashing? Alors, dans les différents leviers, les risques et opportunités pour les entreprises pour se transformer, il y a plusieurs risques. Il y a le risque normatif, réglementaire, l'État qui impose de plus en plus de choses et qui descend d'ailleurs dans les tailles d'entreprise. Ils ont commencé par les plus grandes entreprises, aujourd'hui on s'adresse aux plus petites entreprises. Il y a le risque réputationnel, vous en parliez à l'instant. Quand je communique mal, je fais du social washing ou du greenwashing, le risque réputationnel est très fort et on a un risque ou une opportunité commerciale. Je gagne ou je perds des marchés parce que je me transforme, je propose les produits et services qui vont dans le bon sens. Et enfin, pour nous, le risque le plus important et qu'on a souhaité vérifier à travers ce baromètre réalisé avec Kantar, et je vous en remercie, c'est le risque des collaborateurs, qu'ils s'engagent ou qu'ils se désengagent. Et là, ils se désengagent. Et là, ils se désengagent. Clairement, ils se désengagent. On en a 4 sur 10, c'est un chiffre qui est extrêmement important. 4 salariés collaborateurs sur 10 se trouvent en dissonance cognitive entre ce qu'il a compris, ses convictions, et ce qu'il fait, ce qu'il réalise au quotidien dans l'entreprise. Parlons des contre-mesures et des propositions que vous faites, parce qu'il faut bien réfléchir à cette question, comment les réengager, qu'est-ce que doit faire l'entreprise. Mais il y a quand même des chiffres, rien que sur la RSE, cet acronyme dont on parle énormément, responsabilité sociétale des entreprises.
un salarié sur 10, un seul seulement connaît l'acronyme et le concept. Ouais. Et je dirais 6 salariés sur 10 considèrent ne pas être assez, voire pas du tout impliqués dans la stratégie RSE. Enfin, il y a quand même un problème. Il y a un vrai problème. À travers ce baromètre, d'ailleurs, ce baromètre a été réalisé avant l'été. C'est-à-dire qu'entre-temps, il y a eu encore les incendies, les méga-feux, les restrictions d'eau, etc., et les inflations, les difficultés aujourd'hui. Donc, nul doute, finalement, que ce baromètre, s'il avait lieu maintenant, les chiffres seraient encore plus élevés. Et donc, oui, c'est la RSE, les gens ont entendu parler, mais concrètement, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et alors que ça devrait être un sujet qui englobe, qui embarque tout le monde, c'est l'affaire de quelques-uns. Mais quand vous présentez ça aux top managers ou aux chefs d'entreprise que vous accompagnez, vous leur dites quoi? Vous leur dites il vous reste du chemin à faire et vous leur faites des propositions concrètes, d'accompagnement des managers, d'actions concrètes. Comment on fait? Alors, c'est le levier pour nous le plus puissant. C'était notre intuition. On voulait confirmer ou infirmer cette intuition en réalisant ce baromètre. Et cette intuition, elle est très largement confirmé. Si vos salariés se désengagent, vous courez à votre perte. Si au contraire ils s'engagent, alors là vous pouvez pérenniser votre entreprise. Les propositions, c'est tout simplement prendre ce sujet-là et le mettre dans l'entreprise, en parler, faire aligner l'ensemble de ce qu'on appelle les parties prenantes, l'ensemble notamment interne, l'ensemble des collaborateurs sur les constats et se dire comment on fait concrètement pour y arriver. Là, c'est notre métier chez Imagreen, on les accompagne dans cette réflexion, dans cette transformation opérationnelle, mais il faut absolument s'y intéresser. Si on ne s'y intéresse pas, les collaborateurs nous disent « moi je me désengage, je me mets en retrait, je quitte mon emploi ». On avait Stanislas Guerini, le ministre en charge de la transformation et de la fonction publique, qui crée un nouveau job, créer un job de fonctionnaire pour accompagner la fonction publique et tous ses corps à faire de la pédagogie, les accompagner. Est-ce que l'entreprise doit aussi, comme elle l'a fait pour le référent Covid, se dire il me faut un référent transformation énergétique, climat, quelqu'un qui réunisse, qui parle. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ? Oui, il faut des référents dans l'entreprise, mais surtout ces référents ne sont que des porte-parole et le relais. C'est encore une fois, il faut attraper, j'ai presque envie de dire, l'ensemble des collaborateurs. Ce qui est très surprenant dans notre baromètre réalisé avec Kantar, c'est que ça touche l'ensemble des CSP. J'aurais pu penser que c'était plutôt les CSP un peu plus favorisés qui se souciaient davantage de ce sujet. C'est pas faux. C'est pas vrai, je veux dire. C'est l'ensemble des catégories et c'est l'ensemble des fonctions et c'est même un peu plus d'ailleurs les fonctions productives qui sont au cœur des entrepôts de la machine productive. Qui voient bien eux. Qui voient les matières et donc les ressources, l'énergie, l'eau qu'il a fallu, et qui voient tout ça et qui se disent mon Dieu, voilà, il y a un problème. Justin Longness, avant de nous séparer, vous avez poussé le bouchon très loin parce que pour avoir un argument massif, vous dites à l'entreprise, bon tout ça c'est bien beau, les salariés sont désengagés, mais ça vous coûte en plus très cher. Ça coûte très très cher. Sur notre panel, on a étudié les entreprises de plus de 100 collaborateurs et c'est plus de 60 milliards d'euros. Hors finalement charge patronale. Et ça, c'est sans compter le coût social parce que... c'est quoi, c'est une externalité? Comment on les calcule ça? C'est ceux qui s'en vont? C'est le coût d'un départ? Exactement. On a calculé la masse salariale, le revenu médian, etc. pour faire ces calculs-là. C'est plus de 60 milliards d'euros et c'est sans les coûts sociaux que nous assumons à travers nos impôts, à savoir le burn-out, le burn-out... Prise en charge par la sécurité sociale. Exactement. Sans compter des phénomènes qu'on a du mal à qualifier. Par exemple, le quiet quitting, se mettre un petit peu en distance. Ce qu'on n'a pas dit, ce qui est très important, je voudrais peut-être insister là-dessus, un tiers des personnes qui sont en dissonance cognitive arrivent au boulot avec la boule au ventre. Donc c'est un sujet qui est dans les tripes. Et ça, la dissonance cognitive, c'est le mot que vous utilisez. C'est-à-dire qu'on est en déphase entre ce qu'on fait au quotidien et ce qu'on porte comme valeur. Et on somatise. Un tiers d'entre eux arrive avec la boule au ventre. La même boule au ventre quand Arnaud et moi, on était gamins et qu'on avait un stress par rapport à un examen et on ne savait pas maîtriser ce stress parce qu'on était petits. Mais là, ce sont les adultes qui, en conscience, continuent à aller en travail alors qu'ils ont cette boule au ventre. Ils ne cherchent qu'une chose, c'est à partir, à regarder, à se former. Et 6 salariés sur 10 disent qu'ils ont quitté ou qu'ils vont quitter leur emploi. Et ça, c'est extrêmement important. J'ai envie de dire, gare à la grande démission et gare aux faillites, parce que quand les forces productives quittent l'entreprise, évidemment, on se retrouve incroyablement affaibli. En fait, vous ouvrez à travers cette étude, et je vous remercie d'être venu nous en parler, vous ouvrez une porte, on est au début de quelque chose. En tout cas, si on examine attentivement cette étude Kantar Imagreen. Merci Justin Longness. Allez la découvrir sur le site d'Imagreen, l'étude est très 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 détaillée. Vous qui êtes des décideurs, il faut vraiment accélérer sur ces sujets de transfo, de climat, d'énergie et d'être aligné. Merci Justin, dirigeant et cofondateur d'Imagreen. Merci pour votre invitation. Une étude à découvrir sur le site de Kantar et sur le site bien sûr d'Imagreen. On tourne notre page, on fait le livre de Smart Job, c'est comme chaque semaine. Là c'est intéressant parce que ça fait exactement écho à ces salariés qui veulent quitter l'entreprise, qui cherchent à trouver un job, le job de leur rêve, comment faire, et un livre nous explique tout, c'est tout de suite.
Le livre de Smart Job, on vient d'évoquer ces salariés qui sont désengagés et qui, pour certains, cherchent un nouveau job, cherchent à quitter leur emploi. Et on en parle à travers ce livre, Trouver le job de vos rêves, l'Ikigai, pour mieux se connaître et se réaliser professionnellement, édition Erol. Et l'auteur Cécile Banon est notre invitée. Bonjour Cécile. Bonjour. Vous êtes coach en transition professionnelle. D'abord, un petit mot sur vous, parce que c'est toujours intéressant de savoir d'où l'on parle et pourquoi on écrit un livre. C'est jamais anodin d'écrire un livre. Vous avez une autre vie avant, dans la finance, dans la banque. C'est ça. Et puis vous avez vous-même renversé la table pour devenir sociologue. Oui, c'est un moment donné de ma carrière, je me suis aperçue que je faisais le métier de mon père, le métier de mon grand-père, mais je me suis posé la question, mais au fait, et moi qu'est-ce que c'est qui me plaît? Et j'ai commencé à chercher, à tirer le fil, parce que c'est pas facile de trouver ce pourquoi on est fait et ce que l'on veut vraiment dans la vie. Et c'est d'ailleurs l'objet un peu du livre, c'est d'aider les gens à trouver ce pourquoi ils sont réellement faits. Vous observez quand même quelque chose d'assez simple, mais qu'il faut verbaliser, c'est qu'il y a une grande partie des Français qui occupent un poste qui n'est pas du tout en adéquation avec ce qu'ils sont à l'intérieur d'eux-mêmes. Et donc l'ikigai, c'est quoi comme méthodologie? C'est très profond l'ikigai. Oui, c'est très profond parce que c'est un état d'esprit qui promeut les petites joies, qui promeut le travail bien fait et la fierté que l'on en tire. Et c'est ça qui est important. Et je pense que lorsqu'on est fier du travail que l'on fait, on trouve du sens et on a l'estime de soi qui grandit et on est de mieux en mieux et plus engagé dans son travail. En fait, ce livre tombe à point nommé dans le contexte actuel du quiet quitting dont on a parlé juste avant avec cette étude passionnante, c'est-à-dire des salariés qui, globalement, ne démissionnent pas physiquement, mais ont démissionné psychologiquement. C'est ça. C'est ça la problématique. C'est ça. C'est des gens qui sont là, mais qui n'ont pas la passion. Alors que quand on a la passion du travail que l'on fait, les journées passent très très vite et on est vraiment engagé et on a plaisir à faire ce que l'on fait. Juste l'introduction de votre livre qui a été écrite par Hervé Baumler, qui donne comme ça quelques lignes. Ce livre vous explique, dit-il, comment remplir les 4 cercles de l'ikigai, ce que je sais faire, ce que j'aime faire, ce dont le monde a besoin, ce qui fait donc sens, ce pourquoi je suis rémunéré. Ça, c'est la philosophie. C'est comme ça qu'on se rééquilibre, c'est à travers ces 4 piliers. C'est ça, parce que, vous voyez, un job qui vaut la peine d'être vécu, c'est un job pour lequel on a les compétences, c'est un job qui nous plaît, et Steve Jobs le disait bien, vous serez satisfait d'un travail qui vous plaît, donc ne vous résignez pas, cherchez le travail qui vous plaît, c'est un travail pour lequel on a du sens et pour lequel on peut gagner sa vie. Donc si on a ces 4 ingrédients, on se donne toutes les chances d'avoir un job dans lequel on sera bien. Les enjeux, vous qui êtes sociologue, c'est intéressant parce que vous avez quitté le monde de l'entreprise pour l'observer comme sociologue. Ça a quand même des incidences très très lourdes, ce quiet quitting. C'est-à-dire que c'est quand même très lourd, à la fois psychologiquement et j'irais presque pour la collectivité. On produit moins, on fabrique moins bien, on génère moins de valeur. C'est ça. Alors que l'ikigai, en revanche, si on est habité de l'ikigai, c'est-à-dire si on aime ce que l'on fait, à l'inverse, on ne se rend même plus compte du temps que l'on passe et de la qualité, mais surtout du plaisir que l'on éprouve. Vous voyez, c'est ça que je voudrais donner, moi, à travers l'ikigai, c'est quand on a le job qui nous plaît, on a du plaisir à travailler. Et ça, c'est bon pour le corps, le plaisir. Voilà, au lieu d'avoir la boule au ventre, vous avez la joie de vous lever le matin. Le job qui vaut la peine d'être vécu, c'est le job pour lequel on se lève tous les matins en étant content. Enfin, moi, c'est ce qui m'habite. On voit bien sûr les métiers du tertiaire, les métiers col blanc. Il y a aussi des métiers à faible qualification, des métiers qui sont parfois difficiles. Est-ce que là aussi, l'ikigai peut apporter une philosophie de se dire, c'est pas un métier facile. Je pense à ces fameux métiers de première ligne dont on a beaucoup parlé pendant le Covid, mais je peux aussi trouver une source d'épanouissement. C'est possible ça ou pas? C'est possible si on a le sentiment qu'on fait de la qualité. C'est possible si on a le sentiment qu'on utilise ses compétences. Parce que utiliser ses compétences, ça donne de l'estime de soi. Et ça c'est important. C'est ce qui donne l'envie de travailler. Ça veut dire, Cécile Banon, qu'il faut aussi quand même, au-delà de la philosophie que vous portez et que vous appliquez et que vous transmettez à vos clients à travers ce livre, c'est aussi quand même un travail sur les managers, parce que parfois, on a envie de faire de la qualité, puis on entend des salariés qui disent « mais j'ai pas le temps, je peux pas ». On n'a pas les moyens de faire de la qualité. C'est quand même un débat, je dirais, plus large qui est posé là.
Oui, c'est ça, c'est un message aussi envoyé au DRH et aux managers, c'est que pour faire un travail de qualité, encore faut-il avoir le moyen et le temps. C'est souvent, vous savez, quand on n'arrive pas à faire un travail de qualité, c'est ce qu'on appelle les conflits de valeurs. Exactement. Il faut aller vite, alors que moi je voudrais faire ça. Il faut absolument trouver des clients, il faut les harceler, alors que moi je préfère les écouter et leur donner ce qui va bien. Évidemment. Là, on est dans le conflit de valeurs, et là, on est dans des gens qui démissionnent. Et vous, on a commencé l'échange par fendre un peu l'armure. Vous faisiez le métier de votre père et de votre grand-père, je crois. Vous vous êtes retrouvé pleinement, ça y est, grâce à l'Ikigai, vous vous êtes totalement aligné avec vous-même? Moi, je suis totalement alignée avec moi-même et j'incarne l'Ikigai. Parce que j'ai des petites joies, parce que tous les matins, je suis contente, parce que je fais mon travail le mieux possible en essayant toujours le cran du dessus. C'est quoi le cran du dessus? Le cran du dessus, faire encore mieux? Oui, c'est encore se surpasser, vous voyez. Qu'est-ce que je pourrais apprendre de nouveau? Comment je pourrais le faire mieux? Et ça, c'est l'ikigai. D'ailleurs, il faut préciser, c'est trouver le job de vos rêves. Ça, c'est l'édition Erol, mais ça marche aussi dans notre vie privée, l'ikigai. Bien sûr, bien de sûr. toujours faire mieux dans sa relation avec l'autre, de Bien toujours... sûr. On est d'accord. Là, vous touchez quelque chose d'important, la qualité de la relation sociale. Et ça, c'est très important. Dans l'entreprise, d'ailleurs, hein, pas uniquement dans sa vie privée. Dans l'entreprise, c'est le bien lien sûr. les liens qu'on tisse dans l'entreprise et qui nous grandissent. C'est pour ça, vous voyez, dans l'entreprise, tous les lieux de lien social sont des lieux très importants. Que ça soit la cantine, que ça soit la machine à La café. machine à café, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Le Tous les parking, endroits. parfois. Tous les endroits où on peut échanger, où on a un vrai contact humain, où on peut échanger des informations, où on peut se féliciter entre soi. Parce que vous savez, la reconnaissance, bien souvent, ça vient des pairs aussi. Tout à fait. Dis donc, tu as fait un bon job, là. Ça, c'est très important. C'est très Merci Cécile Banon d'être venue nous faire partager cette, je dirais, c'est presque cet art de vivre, cette philosophie de vie C'est ça. qui est l'ikigai. Trouver le job de vos rêves, c'est le titre de votre livre. Il est sorti chez Erol. L'ikigai pour mieux se connaître et se réaliser professionnellement. Voilà, lisez ce livre, il est passionnant aux éditions Erol. Merci Cécile. On fait une courte pause et on va se tourner vers les experts de Smart Job. L'actualité est riche aujourd'hui. Le vote de l'assurance chômage, du vote à l'Assemblée nationale, il va aller au Sénat. On va s'intéresser aux seniors et d'un index qui se passe pas très bien et qui passe mal en tout cas côté MEDEF. Puis on parlera des animaux de compagnie, oui, dans les entreprises, mais là cette fois-ci dans les villes. Et à la ville de Paris, justement, on pourra emmener son chien, son chat ou son boa. Voilà les thèmes et on fait une courte pause et on accueille les experts de Smart Job. Le Cercle RH est aujourd'hui avec des expertes, 3 femmes sur le plateau, pour débattre et commenter l'actualité. La réforme de l'assurance chômage, elle a été votée, cette réforme, c'est l'acte 2, avec un certain nombre de sujets sous-jacents. On va en parler. On parlera justement parmi ces sujets des seniors, parce qu'il y a un débat évidemment sur le taux d'emploi des seniors, avec un index proposé et porté par le ministre Dussopt. Ça passe pas bien avec le MEDEF qui dit pas d'index. On fera le point bien sûr, puis avec un sujet un peu plus léger mais qui dit pas mal de choses de l'évolution de l'entreprise, c'est la présence pour les agents de la ville de Paris, d'autres villes l'ont déjà fait et expérimenté, des animaux de compagnie. Le chien, le chat, le boa, la souris et je ne sais pas, on pourra venir avec son animal de compagnie, ça vous fait déjà sourire. Marine Balançard est avec nous. Bonjour Marine, ravie de vous accueillir, directrice générale d'Ariséal, vous travaillez sur la prise de décision, vous accompagnez les managers. Marie-Noël de Pembroke, merci d'être avec nous. C'est la première fois que vous venez dans le cercle des experts, présidente de Pembroke Family Office et présidente des entrepreneurs et dirigeants chrétiens de Paris. Merci d'être avec nous. Et puis Véronique Reitsoult, bonjour Véronique, bonjour. CEO de Backbone Consulting. Alors vous l'avez dit tout de suite, je ne suis pas là pour donner mon opinion, mais je suis là pour raconter ce que dit l'opinion des sujets que l'on va traiter sur le plateau. Commençons par l'assurance chômage. Alors évidemment, on en parle beaucoup sur ce plateau puisqu'on parle d'emploi. Acte 2, réforme votée à l'Assemblée nationale en première lecture avec l'aide des voix des LR pour faire un tout petit peu de cuisine. Texte qui propose de moduler en fonction du niveau d'activité. Alors je ne sais pas qui veut prendre la parole sur ce sujet, mais quand on creuse ce texte, on se dit le texte est voté, mais il reste tout à faire parce que maintenant la balle est dans le corps des partenaires sociaux et c'est à eux de fixer. Est-ce que vous y avez compris quelque chose à cette réforme ? Alors, moi, ce que j'entends de cette réforme, c'est qu'elle a vocation à restaurer un plein emploi, si on peut avoir cet objectif-là dans la société, et puis surtout à combler des emplois qui ne sont pas pourvus aujourd'hui. Je crois qu'il y a 345 000 emplois qui ne trouvent pas
de candidats. Et donc, on a un gros problème chez nos entrepreneurs, c'est d'arriver à recruter dans leur entreprise. Alors, moi, je pense que le sujet important par rapport à l'emploi, c'est redonner envie et de l'énergie aux employés, aux salariés de revenir travailler dans les entreprises, de trouver une finalité de l'entreprise, mais également leur manière de faire au sein de l'entreprise. Donc vous soutenez, à travers les mots que vous nous dites là, vous dites oui, c'est plutôt un texte qui va dans le sens de remettre en relation l'offre et la demande, c'est ce que vous dites. Oui, mais je mets une réserve sur le risque de création de précarité supplémentaire, en particulier chez les seniors, puisqu'on va en venir tout à l'heure. On va y venir assez vite. Vous en pensez quoi, Marine Balançard, de ce texte Acte 2, on module en fonction de l'activité économique. Oui, c'est ça. Donc, il y a le risque quand même d'une création d'une nouvelle machine à gaz qui serait un ajustement des indemnités selon le taux d'emploi dans la région ou autre d'ailleurs. Le texte ne règle pas ces sujets, on est bien d'accord. C'est bien les partenaires sociaux qui vont fixer le montant. Voilà. Alors là, c'est quoi ? On est dans une situation économique où il faut baisser les indemnes ? Je n'arrive pas à savoir. Ça dépend des régions, mais surtout, là, ils se lancent dans quelque chose d'expérimental dans un pays qui est déjà survolté. Donc, je ne sais pas si c'est le bon moment pour complexifier quelque chose où déjà la plupart des gens ne comprennent plus rien. Véronique Reissoud, je précise quand même que la réforme, c'est-à-dire celle qui existe avant le texte, est prolongée jusqu'en 2023. Il faut préciser que tout ça ne va pas arriver en fin d'année. Demain. Les Français l'ont bien compris. Le sujet qu'ils retiennent, c'est la notion de rupture d'égalité. Le sentiment que finalement, vous avez cotisé de la même façon, mais vous ne serez pas indemnisé de la même façon. Et comme on ne va pas modifier les cotisations, les Français, il y a des sujets qu'ils maîtrisent peu, mais le sujet de l'indemnité chômage, ils la maîtrisent plutôt bien. Donc, ils ne comprennent pas forcément l'objectif. Le sujet de vous faire revenir à l'emploi, eh bien, ils le vivent comme une stigmatisation de la réalité. Donc, si vous êtes au chômage, c'est de votre faute. Donc, là encore, c'est pas forcément bien pris. Certes, dans en plus un contexte actuel qui est un peu société complexe, de la paresse, a dit société de la paresse, députés Renaissance. Société de la paresse. Et du coup, ça ne fait que réactiver 3 leviers qui sont toujours très compliqués dans l'opinion à faire bouger. Le premier, c'est la peur, c'est-à-dire la crainte dans un univers incertain. Et puis, je ne vais pas vous lister ce qui, en ce moment, fait que les Français sont pas très rassurés. Donc, on réactive la peur de « et si moi, j'étais fortement précarisé parce que dans un lieu où on va baisser mon indemnité, mais je n'ai pas pour autant un emploi qui correspond à mes compétences ». Le deuxième, c'est une forme d'incompréhension et de sentiment de distance entre le politique qui va vous expliquer que vous êtes paresseux et la réalité du ressenti, et on parle bien de ressenti des individus. Et puis le troisième, c'est la perte de confiance parce que justement, vous avez l'impression qu'il y a une forme de décalage, une perte de confiance des citoyens. Oui, qui rejoint ce que dit Marine Balançard. Est-ce que c'est le bon moment ? Alors, c'est jamais le bon moment de réformer, mais est-ce que le contexte actuel permet de faire des réformes ? Juste d'un mot, parce que je voudrais qu'on parle des seniors. Le sujet est intimement lié à ce débat de l'assurance chômage. La question des seniors, ça fait 20 ans que ce sujet est posé sur la table, de se dire on a un sujet sur les seniors. Notre taux d'emploi, même s'il a progressé, reste faible. Je me tourne vers vous, parce que c'est vous que j'avais interrogé. Il y a 2 sujets, verre à moitié vide, verre à moitié plein. Les entreprises se délestent de leurs seniors très tôt, de plus en plus tôt. Et au même moment, on nous dit il faut que les seniors travaillent plus longtemps. Comment on résout cette quadrature ? Alors, quand on aborde la question du travail des seniors, je pense qu'elle est indissociable du travail de l'intergénérationnel. Aux EDC, on travaille beaucoup ce sujet de la position des seniors dans l'entreprise et de leur collaboration avec les jeunes. Au sein des entreprises familiales aussi, lorsqu'on travaille la transmission, on est vraiment au cœur de ces sujets-là. On voit que la pré-retraite et son installation dans les entreprises a vraiment mis et vidé. C'est vrai. Non, mais la pré-retraite a été, je pense, l'angoisse vraiment absolue. Je pars en pré-retraite. Mais oui, mais ça veut dire très tôt. Ça veut dire que c'est des personnes qui sont encore en pleine capacité et qui se retrouvent. L'entreprise se retrouve vidée de ses compétences, qui sont à la fois des compétences techniques et des compétences comportementales. C'est l'entreprise qui prend la décision, on est d'accord. Alors, elle fait le choix de se séparer d'un cadre. Oui, c'est-à-dire que, en fait, le départ à la retraite reste encore à la main du salarié. Mais on est dans des environnements professionnels où petit à petit, on pousse quand même à devoir se retirer de l'entreprise. Et je suis intimement convaincue que lorsque vous offrez de la formation à des seniors, et pas que pour rester alerte dans le métier, on en revient à la compétence. Formations qui peuvent être en team building où ils vivent et ils travaillent ensemble avec les jeunes et ils rient ensemble avec les jeunes, ça crée... Vous en pensez quoi, Marine Balançard ? C'est un vrai serpent de mer dans l'actualité autour des questions de chômage. Là, on a le sentiment qu'il se passe quelque chose, que le gouvernement se dit on ne peut pas laisser les choses en l'état. La NDRH, quelques initiatives de juristes. Et puis Olivier Dussopt qui dit non,
nous, on va créer des index. En un mot, on va créer des quotas. Oui. Et là, ça bug. Mais pourquoi pas créer des quotas? Mais je rappelle que la définition de l'INSEE de senior, c'est plus de 50 ans. Et des plus de 50 ans en France, il y en a 27 millions. Donc déjà, eux, ils sont stigmatisés par l'INSEE. C'est-à-dire que la France se représente des plus de 50 ans comme étant seniors. Alors que quand on demande à quelqu'un personnellement à partir de quand on se sent un peu plus âgé, ils disent plutôt 60 ans. Et l'assurance maladie, quand elle fait des pictogrammes pour les vaccins, elle représente 60 ans et plus avec une canne et une personne pliée en deux. En disant, vous êtes éligible pour le vaccin. Il y a un problème aussi de sociologie, de culture quand même sur cette question. Donc la représentation du senior ou de la senior, parce que c'est encore pire pour les femmes, parce que les femmes, elles croisent, enfin elles sont... Non, mais au-delà de l'aspect, je dirais, culturel, sociologique, il y a un débat de droit. C'est concrètement, est-ce qu'on oblige l'entreprise à avoir un quota, parce qu'il y a un débat sur l'égalité femmes-hommes, ça c'est les indices pénicaux et les index pénicaux. Et là, on est en train de nous dire, il faut aussi un index senior, c'est-à-dire il faut que vous ayez dans une entreprise de plus de 1000 salariés, 25% de plus de 40. Est-ce qu'on doit en arriver là ? Mais moi, je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter, les femmes n'ont pas envie d'être des quotas et les femmes seniors n'ont pas envie d'être le double quota pour faire plaisir au ministre. Les seniors, oui, c'est un double index. En fait, c'est vrai. Oui. Et donc, on se recroise... En fait, depuis quand même la crise du Covid, les seniors sont plus considérés et il n'y a pas exactement la même vision parce que de toute façon, il n'y a plus de jeunes, il y a une forte baisse de la natalité, ça ne fait que s'amplifier en Europe. Donc on va en avoir besoin. Donc il y a une réhabilitation des seniors. Et voilà, mais les quotas, non. L'opinion, qu'est-ce qu'elle en dit? Parce que l'opinion, c'est les seniors. Hein, alors aussi. Malheureusement, la réhabilitation des seniors, juste aimé que ce soit vrai, mais non. Aux sorties du Covid, au contraire, ils sont encore plus stigmatisés. Nous sommes sacrifiés pour eux. Ouais. Nous avons été enfermés 1 an et demi pour eux. Donc voilà, qu'est-ce qu'un senior? Vous avez raison, c'est la question que les uns et les autres posent à chaque fois, parce qu'on est, on est toujours le senior de quelqu'un ou le junior d'un autre. Ou le senior d'un autre. Donc oui, on aimerait que s'il soit moins stigmatisé, mais ça n'est pas le cas. Il suffit que vous regardiez ce que les gens disent, par exemple, sur la pénurie d'essence. C'est en grande partie la cause des vieux, par exemple. Donc, c'est pas si simple que ça. Ils sont le réceptacle de nos mots, parce que oui, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont piqué la caisse des retraites. Oui, c'est ça. On l'a entendu ça pendant la réforme. Donc, en fait, est-ce qu'un quota ou un index ferait changer les mentalités? Sans doute pas. C'est peut-être un moyen, pourquoi pas. Globalement, ce que l'on voit dans l'opinion, c'est que les gens sont assez d'accord avec vous sur un point qui est, c'est plutôt la vision de l'entreprise qui doit changer que la posture des seniors, parce qu'en fait, on voit bien que ça a été reçu comme ça dans l'opinion. C'est donc la faute des seniors, c'est non pas d'emploi. Et fondamentalement, c'est un sujet la différence entre l'expérience et la connaissance. Nous vivons dans un monde où la connaissance est souvent liée à la jeunesse, parce que les choses bougent vite, parce que connaître l'accès aux formations et c'est pas parce que vous n'avez compétences. pas la connaissance du dernier outil que votre expérience n'est pas indispensable à la connaissance. Donc on peut l'appeler apprentissage, accompagnement, compagnonnage. On peut l'appeler aussi changement culturel dans le prisme pour évaluer un individu. Et la notion de l'expérience, elle est importante. Et c'est peut-être le seul index ou quota sur lequel et les jeunes et les moins jeunes sont d'accord, et les entreprises et les individus sont d'accord. Argument du MEDEF pour clore, parce que je ne veux pas qu'on oublie les chiens, chats, souris, hamsters et boas qu'on pourra amener évidemment dans son bureau à la ville de Paris, qui est un sujet qui a été voté au Conseil de Paris, c'est un sujet sérieux dont on va parler, mais le MEDEF dit... Autant il y a des choses très claires sur la discrimination, puisqu'on utilise beaucoup la discrimination des seniors. C'est clair pour l'égalité hommes-femmes, il y a des discriminations claires. Autant c'est plus compliqué, même dans l'opinion, et là je me tourne aussi vers Véronique, pour définir les discriminations que subiraient les seniors. Ils sont discriminés ou pas? Parce qu'il faut bien partir d'un diagnostic. Bon, moi là-dessus, quand vous voyez les chasseurs, il n'y a pas un chasseur qui regarde un CV au-delà de 55 ans. Hein. Alors, il y a quelques chasseurs peut-être qui sortent. Sauf dans le management de transition, peut-être, on en a besoin pour des missions courtes. Alors, management de transition, et puis il y a aussi il y a des structures comme Expert Connect qui travaillent aussi sur l'emploi des seniors et comment est-ce qu'ils peuvent apporter une contribution. Donc, automatiquement, les chasseurs, ils les éliminent. 55, hop, poubelle. C'est d'autres fonctions. Ils vont dans des conseils d'administration, ils sont effectivement managers de transition, consultants. Mais ça reste précaire sur cette période 50-65 ans. Enfin, je ne veux pas ouvrir le débat puisqu'on n'a plus le temps, mais vous avez vu qu'Édouard Philippe, dans Le Parisien, évoque quand même, au-delà de l'idée des 65 ans, puisque globalement, on est sur une réforme allant jusqu'à 64,5, 65, lui, il dit qu'il faut aller jusqu'à 67. Enfin, de toute façon, quand vous regardez en Europe, Europe du Nord, le taux d'emploi des seniors est incroyable. On est à 67% en Suède, là où on est à 56% en France. On ne va pas le régler aujourd'hui. Et 53% pour les femmes. Mais est-ce qu'on fait des mesures? La NDRH évoquait une fiscalité
fiscalité adaptée, comme on l'a fait, excusez-moi, pour un jeune, une solution. Alors, il s'amuse à dire un jeune, un vieux, ce qui est évidemment très impropre, mais le un jeune, une solution a fonctionné. Est-ce qu'on invente un dispositif? Est-ce qu'on invente quelque chose? Non, vous n'y croyez pas? Mais non, mais en fait, plus personne ne cotise à rien. En fait, tout le monde est exonéré de charges pour les apprentis, pour les jeunes, pour les ceci, les cela. Et en fait, je pense qu'il n'y a plus que... Et le déficit se creuse. Voilà. Non, mais c'est une donc, question, puis on est plus dans une question de relation, de confiance, de relation dans l'entreprise. En fait, aujourd'hui, il y a toute une tranche d'âge qui n'existe plus. Il y a les jeunes et il y a les vieux qu'on est en train tranquillement d'accompagner vers la sortie. Donc le sujet n'est clairement pas réglé. Plutôt chien, plutôt chat, si vous deviez aller au travail, Marine Balançard? je ne sais pas, c'est 30 millions d'amis à la mairie de Paris. C'est ça, c'est 30... ce que Ouais. vous avez l'air de dire. C'est un peu ça, c'est 30 millions d'amis à la ville de Paris. Bon, Ça, oui. ça vous laisse totalement indifférent? Non, ce pas sujet. du tout, parce que les Français sont en très mauvaise santé mentale par rapport au reste de l'Europe. Et ça, c'est vraiment inquiétant. Il y a quand même beaucoup plus de burn-out en entreprise, énormément d'anxiété, énormément d'arrêts de travail. 4 salariés sur 10 est arrêté par an, en fait, pour troubles Et c'est un psychiques. coût. Donc, c'est... L'animal tout est bon à prendre. peut effectivement être un... si je on veux dire, Thérapeutique, hein, Ouais. on le voit bien. C'est thérapeutique. Oui, il y a enfin, un travail qui est fait. Aux États-Unis, ils ont fait le test. Ouais, aussi, ouais, ils ont vécu. c'est plutôt entreprise. bien accueilli. Après, vous avez toujours des petits débats parce que le jour où l'opinion sera non, mais ça, alignée sur un même ça sujet, renvoie à etc. l'idée que et ça va beaucoup plus loin que le fait d'amener son chat, son chien ou autre animal. J'imagine que c'est limité quand même les crocodiles et Non, j'imagine parce que les familial. lions et les panthères ne sont pas autorisés dans l'hôtel de ville, mais ça va quand même chercher loin sur le rapport qu'on entretient avec son travail. C'est ça que cela En dit fait, aussi. c'est là où ça a été bien accueilli, c'est que vous avez des tas d'exemples aujourd'hui au-delà de l'entreprise qui fonctionnent. Vous avez tous entendu parler des chiens dans les tribunaux qui ont été beaucoup cités là autour C'est vrai. de cette actualité. En disant, bah, donc, il y a bien la preuve que la présence d'un animal peut être réconfortant, Adouci, peut être un apaise. médiateur aussi pour aider à calmer des angoisses, à faire en sorte qu'on se sente moins seul, puisque la réalité d'un burn-out, c'est aussi souvent une réalité de solitude. Après, ça pose le sujet du vivre ensemble, quand les gens sont allergiques, comment on fait, bref. Et puis bon, bah, comme ça vient de la mairie de Paris et des employés et des agents de la mairie de Paris qui sont toujours un petit peu rayés dans l'opinion parce qu'on a l'impression qu'ils ne sont pas toujours très efficaces. On en Vous dites que profite ça pour remet une Ok, pièce un petit peu ça dans remet une l'idée pièce. que Mais en soi, l'idée un chat et un chien, et de la il faut aller le présence- promener, hein, Véronique, quand même. Le chien, il faut quand même qu'il sorte. C'est toute la blague sur les agents. Voilà, On le non mais prend c'est une blague qui est sérieuse. Hein. C'est quand on a un chien dans un bureau, il faut quand même le sortir, il faut s'en occuper. Il y a des gens qui ont peur des chiens. Aboyer, enfin, voilà. D'aboyer. Il y a ceux qui ont peur Téléphone. des chiens. Alors j'ai lu que d'ailleurs dans les propositions de celle qui portait le texte au Conseil de Paris, elle évoquait aussi dans les enjeux de permettre à des gens qui avaient peur des animaux de se réconcilier avec des animaux. Oui. Enfin, est-ce que c'est bien la fonction d'un travail que de Non. se réconcilier avec les animaux? Non, mais là, je Excusez-moi. pense que là, Ouais, mais on ça, sera c'est toutes la- les trois d'accord c'est et la- l'opinion est d'accord avec vous. Non, c'est pas le. Mais surtout, c'est très Bien-être paradoxal. animal. C'est paradoxal parce qu'on n'arrête pas de désincarner le travail. On n'a Ouais. plus son bureau, c'est le flex office. Mais il faudrait qu'on ait un chien avec son petit On panier. peut même plus mettre des photos sur son bureau parce que de toute façon, il est pris par quelqu'un d'autre C'est dès qu'on se lève. Et en même temps, on peut apporter son chat ou son chien. Et évidemment, laisser bébé à la maison ou à la crèche. Mais par contre, le chat et le chien, on peut l'apporter au bureau. Enfin, Mais- l'amener au et- bureau, plus exactement. Véronique, Dites un de dernier nouveau mot. cet exemple qui se passait pendant les derniers procès avec des chiens qui étaient là pour accompagner, en particulier le triste procès de l'autocar et de la difficulté pour les parties civiles d'assister à quelque chose qui était très douloureux. C'est une pratique qui existe dans pas mal de pays. Et donc, en fait, c'est plus dans cette approche-là que l'opinion pourrait suivre en disant, bon, s'il y a un côté peut-être pas thérapeutique, mais apaisant et créateur de liens, pourquoi pas. Après, la réalité, c'est que voilà, ils ont plus envie de recréer du Enfin, lien. Michel et Drucker, donc, précision que Michel Drucker vient avec son chien pour faire son Voilà. émission. Non, mais là, Non, mais je rigole, mais vous avez remarqué que ce chien est devenu un des personnages de l'émission, c'est-à-dire qu'on joue avec ce chien, on va le caresser, le Oui. chien a un rôle dans l'émission. Mais en fait, il ne faudrait pas que ça masque un autre management, sujet. voilà, un management un peu violent ou un. Les Français sont quand même pas très très forts en management. Ça fait partie de. Quoi, le chien apaiserait ou tendrait la bah, situation? pour être flanqué, je pense Mais que donc, raison. Faut pas ça croire peut que générer une souffrance. Et en fait, au lieu de soigner le management ou On vient, l'organisation de l'entreprise ou de la mairie de Paris, par exemple, on leur dirait bah, prenez votre chien, ça ira mieux. Et ça a Voilà. vocation Ça à créer du empêcherait lien, de peut-être, traiter
Ça a vocation à créer du lien et à C'est ouvrir ça. un débat autour de l'animal. En tout cas, c'est comme ça que les... Parce que je crois que le débat qui est sous-jacent porté par cette mère d'opposition, c'est qu'aussi, c'est la relation qu'on entretient avec l'animal dans tout le débat sur le parti animaliste, sur les souffrances. C'est très à la mode. Merci à vous, mesdames. C'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous, 3 expertes sur le plateau. Vous revenez évidemment quand vous le souhaitez et quand vous le pouvez. Merci à Marine Balançard, DG, directrice générale d'Ariséal, avec ce livre qu'on ne cite jamais assez. Décider, ça se travaille. Décider, ça se travaille, édition Erol. Erol. J'ai pas dit de bêtises. Merci à Marie-Noël de Pembroke d'être venue sur le plateau, première fois, et vous reviendrez évidemment, présidente de Pembroke Family Office et présidente des entrepreneurs et dirigeants chrétiens de Paris. Et merci à Véronique Reitsoult, CEO de Backbone Consulting. Vous étiez la voix de l'opinion à travers ce qu'elle dit, ce qu'elle exprime sur les réseaux sociaux, notamment. On termine avec Fenêtre sur l'emploi. On parle de femmes. Bah oui, on n'est pas totalement dépaysé. La féminisation des métiers techniques de l'énergie, bah oui, c'est plutôt des métiers où on pense que ce sont des hommes, mais non, il y a aussi des postes à pourvoir et des emplois formidables pour les femmes. On en parle tout de suite avec notre invité. Fenêtre sur l'emploi, on parle des femmes. Alors, nous avions tout à l'heure 3 expertes sur notre plateau, la place des femmes dans les métiers techniques de l'énergie. C'est vrai qu'historiquement, ce n'est pas des métiers où les femmes allaient, et c'est important d'en parler. On en parle avec Philippe Maillard. Bonjour Philippe. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes déjà venu sur notre plateau il y a quelques mois, directeur général du groupe APAV. D'abord, quelques mots sur ce groupe APAV, qu'on y voit un peu clair. Oui, donc on est une entreprise de service qui a plus de 150 ans, qui travaille dans le domaine de la maîtrise des risques. Donc les risques humains, industriels, environnementaux, numériques. Certifié. Voilà, en fait, au travers de nos métiers, l'inspection, la certification, les essais, le conseil, eh bien, en fait, on aide nos clients à gérer leurs affaires, leurs métiers, en toute sécurité. C'est ça l'enjeu. Et juste, c'est plus de 12 000 collaborateurs et collaboratrices, dont 8 000 en France. C'est ça. J'allais vous reprendre parce que le sujet d'aujourd'hui est intéressant parce que vous avez lancé dans le Val d'Oise une nouvelle formation pour féminiser les métiers de l'énergie. Alors d'abord, pour y voir un tout petit peu clair, commençons par le début. C'est quoi les métiers de l'énergie ? Alors, ce sont les métiers de la maintenance de chaudières, de la climatisation, la ventilation. Et ça permet de préciser qu'on est un grand organisme de formation. On forme plus de 360 000 stagiaires par an en France sur des formations qualifiantes. Être électricien, être autorisé à travailler en hauteur, être autorisé à travailler en espace confiné. Là, on a besoin de sécurité, de règles de sécurité. Et d'un diplôme ou d'une qualification. Et en fait, à PAV, on a ce métier ancré depuis plus de 150 ans. Et donc, on développe ces formations. Le cas d'espèce que vous évoquez est assez exemplaire de mon point de vue parce que un client Engie Solutions nous demande de développer une formation pour ces métiers en tension, ces métiers de maintenance de chaudière, de ventilation, de climatisation, pour lesquels il y a sans cesse des évolutions techniques. Bien sûr. Donc c'est des métiers en tension, on cherche du monde, ce sont des métiers qui attirent peu les femmes, et donc on est allé avec Pôle emploi, je dirais sélectionner un public féminin qui était en plus éloigné de l'emploi. Quelle tranche d'âge ? Des jeunes ou des personnes qui étaient en reconversion éloignées de l'emploi ? De 25 à 50 ans, D'accord. qui ont accepté finalement de passer 8 à 9 mois pour obtenir cette qualification en étant quasi assuré d'avoir un job à la fin de la formation. Alors, c'est modeste, c'est une petite promotion. Mais ça ouvre la porte. Mais ça illustre ce qu'on est capable de faire quand il y a une volonté partagée. Donc, Engie Solutions qui a besoin de ces formations, de ces jobs. Mais juste un détail, parce que c'est intéressant, quand on voit que c'est le donneur d'ordre, c'est Engie, Oui. on voit aujourd'hui, on l'évoquait tout à l'heure dans le débat des experts, c'est quand même tous ces index pénicaux. En fait, maintenant, les grandes entreprises, en donneur d'ordre, ont des obligations. Bien sûr. Et donc, stratégiquement, transforment même les parcours de formation, parce que c'est ça l'enjeu. Alors, l'enjeu, c'est exactement celui-là. C'est métier en tension, on cherche du monde. Et il faut des femmes. Et en plus, si on peut féminiser, c'est quand même beaucoup mieux. Ça donne des équilibres. Enfin, on connaît tous les bienfaits d'avoir des populations équilibrées dans les différentes entreprises. Donc il faut le faire. On le fait pour nos clients et puis on essaie aussi de le faire pour nous. Puisque moi aussi, j'ai beaucoup de techniciens, beaucoup d'ingénieurs. Et donc, je suis aussi confronté
C'est difficile pour vous aussi. On sait qu'il y a des filières d'ingénieurs techniques où il y a une fille ou 2 filles par promo. Oui, alors comme toute entreprise, on a toute une série d'initiatives autour notamment de la mise en valeur d'exemples réussis. Je crois que ça parle beaucoup. Tel ou tel chef d'agence, tel ou tel responsable d'unité, femme, féminine, qui a démarré comme ingénieur, comme technicien, et qu'on met en valeur comme profil, ça marque beaucoup. 27% seulement d'embauche dans le secteur des métiers d'énergie, donc vous accélérez en tout cas ce processus de recrutement. Qu'est-ce qu'elles vous disent, ces femmes? Alors je crois que c'est l'agence de Taverny, il me semble, qui développe et qui crée cette formation. Alors, évidemment, vous dites c'est modeste, mais c'est le début peut-être. Qu'est-ce qu'elles vous disent, ces femmes? Comment elles se situent? Parce qu'elles savent qu'elles vont entrer dans un métier qui est très masculin. Est-ce que j'ai la capacité à travailler ou à faire ce job? Est-ce que je peux faire ce job? Est-ce que je vais être accepté dans ce job? Est-ce que ça correspond à... Est-ce que j'ai les capacités? On évoque parfois la notion de plafond de verre. Ouais. Et finalement, au syndrome de l'imposteur. Voilà, on retrouve beaucoup cela. Et finalement, quand elles sont motivées, parce que on reviendra toujours quand même au b.a.-ba, c'est-à-dire qu'il faut quand même une motivation de départ. Oui. Après, si vous êtes motivé, vous avez la formation, vous avez le côté pédagogique, vous êtes accompagné et vous avez votre diplôme. Et en l'espèce, vous avez un emploi qui est quasi garanti. Parce que Engie vient vous chercher. À minima, c'est Engie. Oui, mais il n'y a pas que Engie qui a besoin de ces métiers. Et ce que vous faites dans la partie énergie, on peut parler de plombier, on peut parler d'électricien, ces métiers techniques dont on a bien besoin aujourd'hui. Là, c'est le début, c'est une initiative. Effectivement, on a compris que Pôle emploi, APAV et un donneur d'ordre, en l'occurrence Engie, créent... vous développez, il y a encore de la place? Comment ça se passe là? La promo est pleine? Alors, on a relancé une nouvelle promo qui sera peut-être plus mixte, pas uniquement féminine. C'est pas mal aussi de créer de la mixité. Exactement. Et puis surtout, c'est je dirais, de former plus de gens. Et puis ce qu'on fait à Taverny, vu qu'on est présent dans tous les territoires français, on a 130 centres de formation, on est capable de le dupliquer et de répondre à d'autres clients et à d'autres métiers qui sont en tension. Les métiers de conduite de ligne, de logistique. On recherche du monde. Tout ce qui est le développement des bornes de recharge de véhicules électriques, on recherche du monde pour les installer. Ça, c'est des nouveaux métiers, je m'autorise. Là, c'est des nouveaux métiers. Alors, nouveaux métiers. Nouvelles compétences. Nouvelles compétences et donc formation qualifiante, formation professionnelle. Et on a besoin d'initiatives, je dirais, collectives, où chacun amène finalement son besoin, ses expertises et ses compétences. Sans vous piéger, mais Philippe Maillard, aujourd'hui, on évoque cette formation et cette féminisation de ces métiers d'énergie. À PAV, là, si vous aviez une annonce à faire, il y a combien d'emplois à pourvoir chez vous, là? Cette année, on a annoncé qu'on recrutait plus de 1500 emplois en France, donc métiers essentiellement d'ingénieurs et de techniciens. Donc 1500 emplois. Donc vous êtes les bienvenus. Vous pouvez candidater en ligne sur notre site apav.com et on cherche des talents ou surtout des gens motivés et on sera capable de les accompagner dans la formation professionnelle chez nous. Merci Philippe Maillard d'être venu nous rendre visite. 1500 emplois, le recrutement est en cours évidemment. Allez sur le site de l'APAV, il y a peut-être un emploi, un métier, une compétence qui correspond évidemment à ce que vous savez faire. Et puis il y a ces formations évidemment à Taverny sur les métiers de l'énergie pour les femmes. Merci Philippe Maillard, directeur général du groupe APAV. C'est la fin de notre émission. Merci à vous, merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui était derrière en régie. Merci à Raphaël pour la réalisation. Merci à Saïd pour le son. Merci à Joséphine qui était dans mon oreille. Et merci à notre ami pour l'accueil invité. Voilà, c'est la fin de notre émission. Bon week-end à tous. Je vous dis à lundi pour de nouvelles aventures. Bye bye.